Alors, bonjour tout le monde. J'ai bien dit bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session sur l'égalité entre les sexes et en sécurité alimentaire. Alors, j'ai la tâche un peu difficile de vous insuffler un peu d'énergie après 2 journées bien remplies de discussions, de conversations. Nous savons tous que l'égalité des sexes est très important en soi, mais c'est aussi très important pour réaliser la sécurité alimentaire. La preuve montre un lien clair entre l'inégalité entre les sexes et la faim. Les pays où il y a la plus grande inégalité souffrent aussi des plus hauts taux d'insécurité alimentaire. Et nous savons aussi que les femmes sont touchées de façon disproportionnée par la pauvreté et ils ont un statut social inférieur, ils ont moins de contrôle sur leur propre vie et sont moins susceptibles de pouvoir contrôler des ressources. Mais les femmes sont des agentes de changement puissantes elles-mêmes, pour elles-mêmes, donc pour leur famille et pour leur communauté. Et les femmes comme Winnie, qui était plus tôt ici, en fait, ce sont de très bons exemples. Donc, le Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire fonctionnait selon le principe féministe que les femmes ont le droit de participer dans les prises de décision, dans les activités et la gestion des ressources qui les touchent. Nous intégrons les perspectives des genres dans le processus de recherche et aussi dans le contenu de la recherche. Nous avons intégré la question genre dans toutes les étapes du projet. Et pour tous les projets qui ont été présentés depuis hier et tous les autres projets qui n'ont pas été présentés, ont tous mené une analyse axée sur les genres. Ils ont utilisé des faits probants découlant de cette perspective pour avoir l'influence sur l'élaboration de technologies, de modèles d'affaires ou des pratiques pour établir un lien entre les exploitants et les marchés. Et plusieurs de ces projets ont aussi posé des questions de genre stratégique. Certains de ces projets en fait, ont analysé, en fait, les normes sociales et de genre qui sont sous-jacentes à la pauvreté. Ils ont recours à une recherche participative pour traiter de ces questions de normes et de genre. Tous les projets ont ciblé les femmes comme productrices, propriétaires d'entreprises et usagers. Plus de 700 000 femmes ont participé activement à la mise au point, l'élaboration ou la mise à l'essai de certaines innovations. 78 de ces projets ont augmenté la connaissance des femmes et leur accès aux compétences et aux ressources. Comme on a vu depuis hier, certaines des innovations ont profité directement aux femmes, y compris réduire le travail pénible qui leur incombe, améliorer la nutrition des femmes et des filles, comme on a vu aujourd'hui avec le souble doublement enrichi, mais ont augmenté leur accès aux ressources comme le capital, les revenus, les intrants, les ressources et la terre. Et 33 de ces projets ont habilité et autonomisé les femmes qui ont traité des normes sociales contraignantes et augmenté les ressources des femmes aux ressources et leur voix et leur leadership au sein de leur foyer et dans leur communauté. Dans l'ensemble, le Fonds canadien de recherche est un bon exemple de la recherche qui fonctionne au profit des femmes. Mais nous avons aussi tiré des leçons. Nous avons appris le besoin d'avoir une théorie du changement sur l'autonomisation et comment on peut réaliser l'égalité entre les genres. Nous avons appris le besoin de renforcement des capacités. Nous avons formé plus de 400 chercheurs sur
la question des genres, y compris les vaccinologues, les agronomes. Tous ces gens-là, aujourd'hui, peuvent vous dire qu'est-ce que c'est que l'égalité des sexes ou la question genre. Plusieurs d'entre eux ne savaient pas au début du projet. Nous avons pris le besoin aussi d'aller au-delà de l'aspect genre, mais pour traiter des causes sous-jacentes, mais aussi d'examiner les conséquences imprévues de l'innovation. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque vous commercialisez des légumes indigènes? Est-ce que les femmes continuent à exercer un contrôle sur les revenus provenant de ces légumes? Est-ce qu'il y a des possibilités de violence fondées sur le genre? Alors, nous allons voir certaines des stratégies et certains des projets et comment ils ont intégré les gens dans le travail et comment ils ont travaillé avec les femmes et comment est-ce qu'ils ont traité de ces normes nuisibles et les principaux résultats et les leçons tirées. J'aimerais présenter les trois premières présentatrices. Nous avons vraiment une présentatrice du Cambodge, Dr. Carol Henry de l'Université du Saskatchewan, qui parlera de travailler avec les femmes agricoles en Éthiopie, et Veronica Inuchisa, Centre de protection agropecuaria campesina, j'espère que j'ai bien prononcé, qui nous parlera de travailler avec les femmes piscicultrices dans le projet Le poisson pour la nourriture au Cambodge. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci pour votre attention jusqu'à la fin de ces 2 journées très productives. Jenama, en fait, a déjà établi le contexte. On l'a entendu à plusieurs reprises au cours des 2 derniers jours. Le besoin d'autonomiser les femmes, intégrer des considérations de genre dans la question de sécurité alimentaire et de nutrition. Mais pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, pour être sur la même longueur d'onde, on sait qu'on trouve l'inégalité entre les genres parmi les principales causes de la dénutrition, parmi les enfants, alors, on sait des recherches et des expériences programmes. Les femmes s'impliquent davantage au niveau des revenus et la prise de décision. Lorsqu'elles ont plus d'autonomie, en fait, à ces niveaux, on dépense plus, en fait, une plus grande part des revenus vont à l'achat d'aliments nutritifs et de soins à la famille. Bon, vous avez vu hier une vidéo sur la polyculture. Bien, je suis content qu'on prenne la question de l'intégration des genres très au sérieux dans l'organisation en déterminant des normes minimales. Nous commençons donc avec la recherche formatrice, surtout une évaluation qualitative. On cherche à cerner les questions sous-jacentes à la pauvreté et trouver aussi des occasions stratégiques pour le changement et pour inspirer l'autonomisation. Un processus qui dure 6 mois, qui implique nos gens de programme et la recherche, l'analyse des résultats et l'adoption d'un outil de transformateur qu'on utilise au Cambodge. Alors, ça a mené une stratégie transformatrice sur le plan genre dans nos interventions.
la formation de notre personnel, surtout et j'y reviendrai tantôt, et d'autres changements comportementaux. Ça a été suivi par une validation sur le terrain, qui est une étape souvent négligée. Alors que nous avons mis en œuvre et déployé les activités sur le terrain, nous avons établi un système de supervision et de surveillance continue, non seulement qui nous permet d'appuyer le personnel sur le terrain, mais qui nous permet aussi d'assurer une mise en œuvre de qualité sur le terrain. Chaque modèle, les femmes, en fait, jouent un rôle central sur la production alimentaire. Donc, l'augmentation de 10 de l'autonomisation des femmes sur les cultures commerciales. 79 des femmes sont devenues les principales décideurs avec les femmes concernant les principales dépenses du foyer. 72 des ménages sont considérés comme étant sécures sur le plan alimentaire à la fin du projet, comparé à 26 au début du projet. L'évaluation qualitative démontre aussi une augmentation considérable du soutien de la part des hommes pour réduire les tâches difficiles pour les femmes dans les moments critiques comme l'allaitement et durant la grossesse et postpartum. Donc, qui donne plus de temps aux femmes pour allaiter, etc. La combinaison d'une augmentation de la prise de décision par les femmes et le soutien des hommes a mené à une augmentation du revenu. Leçons tirées. Il y en a plusieurs, mais j'ai mentionné les principales seulement. J'ai mentionné donc nous mettons en contribution notre personnel de recherche et donc les chercheurs et le personnel du point de vue de la collecte de données jusqu'à l'analyse et pour mettre à l'essai les résultats avant de les déployer. Alors, c'est essentiel, cela, pour assurer l'adhésion de l'équipe du projet à la question de l'autonomisation. La validation du contexte est essentielle et, comme j'ai dit, c'est souvent négligé. C'est central parce que la traduction de langue locale, en fait, c'est essentiel, en fait, pour les activités participatives. Et souvent, tout ça est conçu dans les bureaux. Ils doivent être mis à l'essai pour que ce soit applicable sur le terrain. Bon, il faut aussi un échéancier souple. Donc, parfois, il faut travailler tard le soir ou les fins de semaine. Et un dialogue sur politique constant. On amène le gouvernement à prêter plus grande attention à la question des genres. La politique au Cambodge n'incluait pas la perspective genre et nous collaborons avec eux pour que ce soit inclus. Alors, merci. Thank you, Ramona. Merci, Ramona. Et maintenant, Dr. Henry. Bon après-midi, tout le monde. Vous avez entendu Hussein parler du travail sur les capacités par son université, l'Université de Saskatchewan, sur 20 ans. Je vais vous parler rapidement du travail que nous avons fait pour intégrer le genre, particulièrement l'autonomisation des femmes dans ces grands projets.
diapo parle des défis. Jemima a déjà parlé de cela. C'est en fait les énormes contributions aux économies dans le monde, particulièrement dans les pays en développement, que les femmes ont fait. Et pourtant, elles sont touchées par la pauvreté, la dénutrition et exploitation de manière disproportionnée. Vous avez vu, en fait, une citation de Kofi Annan, qui est un champion pour l'autonomisation des femmes. Et j'aimerais parler de priorités féministes du Canada, qui nous a aidés également au cours des dernières années pour nous concentrer sur les femmes et leur autonomisation. J'aimerais vous parler des 4 stratégies que nous avons utilisées. Tout d'abord, une politique intégrative, c'est-à-dire pas une qui est un chic, mais qui permet l'intégration du genre dans différents aspects du programme. En production, par exemple, les femmes ont pu recevoir des séments du projet, d'autres choses comme la formation, des fertilisants, et également elles ont pu cultiver leurs propres légumineuses, c'est-à-dire pois chiches, lentilles et haricots. Une des stratégies les plus importantes que nous avons utilisées, la deuxième, c'est-à-dire l'approche en grappe. C'est là où on a un groupe de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble. Donc, on a un groupe de 5 femmes et 4 hommes, de 23 hommes, et ils travaillent pour labourer la terre, planter, faire la récolte. Nous avons parlé des autres stratégies d'intégration des femmes dans l'éducation, sur la nutrition et donc la transformation des produits alimentaires. C'était pas si difficile. Tout le monde comprenait que le rôle des femmes était de s'occuper de la maison, alors c'était elle qui allait suivre cette formation en nutrition, mais ce qui était bien, c'était d'intégrer les différents types de médias afin de réaliser ce projet, parce que les femmes avaient besoin de faire ça au ménage. Alors, en utilisant les radios des fermes, on a pu le faire. Une stratégie importante était un modèle d'affaires que nous avons intégré où les femmes travaillent ensemble en groupe, souvent appuyées par le bureau de femmes, enfants et jeunes, pour offrir des ressources et soutien. Nous avions un partenaire privé qui a participé et nous avons en fait pu travailler avec le secteur privé qui a utilisé les fonds du projet du Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale et travailler avec les agriculteurs dans la communauté. Alors, quels sont les résultats? Nous avons commencé à penser à 70 000 agriculteurs. Alors, on pensait que si on atteignait 10%, c'était bien. On a réussi à rejoindre 36 000 femmes qui ont participé dans plusieurs aspects de la production et de la transformation. Nous avons également travaillé avec, comme on l'a dit, la radio internationale agricole, et on n'a pas juste atteint 135 000 ménages, mais plutôt 246 500 ménages. Dernier que je vais mentionner, ce sont les modèles d'affaires. C'est là que nous avons eu le plus d'impact, et un microfinancement qui a été élaboré en travaillant avec le secteur privé, les ventes pour aider les femmes à créer donc des petites entreprises pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Et qu'est-ce que ça signifiait pour nous? Eh bien, en aidant les femmes à s'épanouir et à s'occuper d'elles-mêmes et de leur famille, on a vu des efforts importants pour aider les enfants et la connaissance et les comportements
auprès des femmes. Chez les femmes. Ça nous prendrait beaucoup de temps à vous raconter toutes nos histoires, mais j'aimerais vous montrer simplement que non seulement nous avons fait un travail de développement, mais que, comme vous pouvez voir de cette diapo, la recherche était assez robuste. La production de recherche, la nutrition. J'ai entendu quelqu'un mentionner les aspects socio-économiques. Et ceci est un exemple où nous avons examiné les questions socio-économiques et comment nous avons pu les aborder. Et j'aimerais juste demander mon collègue Rob Norris s'il veut bien parler un petit peu des impacts du projet. Merci Carol, merci beaucoup. Lorsqu'on pense au travail de Carol et Dr. Shillemi et leur équipe au cours des 20 ans, on peut parler de capacité, mais les résultats importants étaient liés à l'augmentation de production des légumineuses et l'amélioration de la nutrition des membres des ménages, surtout les enfants. C'est là qu'on a vu les avantages, les bénéfices de l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat. Donc, les littératies financières et jouer un rôle plus important dans l'économie régionale. On le voit en raison de la recherche robuste. Et si on pense au partenariat, ce partenariat qui a vécu beaucoup de défis et de changements, nous voulons remercier et apprécier le gouvernement du Canada, Affaires mondiales Canada et CDRI. Et lorsqu'on pense de comment cela a été reçu, on peut penser au secrétaire parlementaire aujourd'hui, responsable du développement international, reconnaître l'importance de ces partenariats parce qu'on réduit la pauvreté en autonomisant les femmes et les filles. Nous sommes prêts à s'atteler à la tâche et au-delà des utopies dans nos partenariats ensemble. Thank you. I would now like to call on Ms. Veronica Hinojosa from Maintenant, l'invité du Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale. Non, je suis Veronica et j'aimerais vous parler de l'amélioration de notre projet sur les poissons pour la vie ou pour aliments. Donc, on avait des partenaires du Canada et de la Bolivie. Okay. Yeah. Yes. In Bolivia, fish consumption. En Bolivie, la consommation des poissons est basse, donc 2,8 par capita par année. Now you can see me. Maintenant, vous pouvez me voir. Dans la plupart des organisations, on peut voir des inégalités importantes entre les femmes et les hommes. Si vous regardez le graphique, la participation des femmes est faible et d'exercer ces droits économiques est difficile. Le projet était axé sur la pisciculture à petite échelle. Et il y avait 3 façons que nous avons dans les résultats. Tout d'abord, nous avons fait une formation niveau multiple avec l'équipe du projet, des associations et 77 agents locaux de vulgarisation. Deuxièmement, nous renforçons les capacités pour la production de poissons par la recherche participative et l'apprentissage. Améliorer l'accès des femmes aux ressources, c'était particulièrement important. L'évaluation initiale, nous avons constaté que 70% des coûts variables étaient reliés
les activités où les femmes sont le plus impliquées. Nous avons assuré leur participation. Enfin, nous sommes concentrés sur le renforcement organisationnel. Nous avons examiné les règlements internes pour voir si vont promouvoir ou limiter la participation des femmes. Également, la littératie financière et formation au leadership aider les agriculteurs à comprendre leurs coûts. Peces para la Vida améliorer l'équité dans l'accès. Nous avons formé des agriculteurs dont 50% étaient des femmes, 80% étaient des prêts à micro-prêts, où les femmes sont seules propriétaires ou co-signataires. C'est un changement significatif dans la reconnaissance du rôle des femmes dans la pisciculture et leur accès aux ressources. 3 millions de dollars ont été octroyés en prêt et également une nouvelle entreprise en pisciculture a en fait pu utiliser ce financement innovateur. La participation dans la prise de décision de 3 ans, la participation des femmes en aquaculture et pisciculture a augmenté de 28%. Et les femmes qui exerçaient un droit, en fait, il y avait juste 5% qui étaient reconnus comme propriétaires de leur entreprise. À la fin du projet, 33% des femmes étaient reconnues officiellement. Leçon tirée maintenant. Dans le projet, nous avons appris que nous avons besoin d'un point d'entrée pratique. En fait, il y a des aspects plus complexes des rôles des genres dont on doit tenir compte. Et parce qu'on a des sensibilités différentes. On crée des politiques pour assurer la participation des femmes dans la formation. Et la formation aide les femmes à améliorer la production en pisciculture ainsi que la nutrition. Nous les avons appuyés pour créer les entreprises et des organisations fortes pour renforcer le secteur de pisciculture. Merci beaucoup. Thank you very much, Veronica. Merci beaucoup, Véronica. Merci à tous et à toutes pour avoir partagé avec nous les résultats de vos projets. Ces 3 projets, en fait, donnent une très bonne idée des approches utilisées par certains projets. Une approche transformatrice qui augmente l'autonomisation des femmes, qui mobilise les sommes en vue d'une plus grande égalité hommes-femmes, et les stratèges qui travaillent avec les femmes en Éthiopie pour augmenter leur accès aux technologies ou pour démarrer une entreprise. Ou en Bolivie, favoriser la reconnaissance des femmes en aquaculture, en pisciculture et dans les pêches en général et pour leur faire accéder à des positions de leadership. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences. Maintenant, je demanderai à certains de nos panélistes externes de partager leur point de vue. J'ai des questions pour chacun d'entre eux. Je commencerai avec Dr. Franz Wong, qui est conseillère spéciale pour le genre et chercheur principal de KIT, Royal Tropical Institute de Hollande. Sonia Lassana, directrice de l'Institut. Bon. Pour ce qui est d'analyser les stratégies utilisées par les différents projets et pour le progrès dans son ensemble, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus encourageant, stimulant? Aussi, quelles sont certaines des principales lacunes qui, à votre avis, sur lesquelles nous devrions travailler pour faire plus de progrès? Alors, Franz? Je dois respecter les 5 minutes allouées. Bon, ça, premièrement, c'est très
intéressant. J'aimerais remercier CRDI, Formosa Canada, pour avoir invité le KIT pour prendre la parole aujourd'hui. J'aimerais partager certains des résultats, un aperçu global de certains des résultats intéressants. C'est bien d'avoir une certaine uniformité, une certaine redondance entre les projets et certains aussi exemples. Le Fonds canadien de recherche est un des très beaux exemples de l'effort d'intégration des genres dans le cycle de financement. Alors, peut-être que, point de vue conceptuel, ce n'est pas forcément novateur. Le fait que ça a été fait de façon continue et dans tous les appels aux propositions, qui a permis une certaine continuité dans tout ce monde du savoir. C'est un des principaux apports du Fonds. On ne peut pas sous-estimer, en fait, parce que ces efforts pour l'intégration des femmes n'ont pas toujours été soutenus et continus. Et la façon dont le Fonds aussi a abordé l'intégration, c'est le partenariat entre le savoir et l'apprentissage, savoir et apprentissage avec le CRDI et les subventionnaires et entre les subventionnaires et avec le CRDI. Donc, c'est une nouvelle façon de concevoir et d'adopter. Quand vous pensez aux 9 années du programme et comment ça a commencé, compte tenu du gouvernement de l'époque, comparé à aujourd'hui, vous devez voir comment ça a évolué et ça s'est adapté au fil du temps. Alors, ça permet une certaine approche fondée sur les leçons apprises. Nous voyons ces approches utilisées par les projets comme une diversité d'approches, comme on a vu dans les présentations. Et il y a eu différents résultats en termes de perspective des genres, que ce soit l'accès accru des femmes aux ressources et les avantages découlant de cet accès accru, et aussi des résultats au niveau de l'autonomisation des femmes. Et ces 3 projets sont des exemples de cela. Et ces diverses approches, on peut les catégoriser globalement. C'est les préoccupations de genre, donc les stratégies de contenu, et aussi pour ce qui est des processus de recherche aussi. Donc, l'intégration des genres a été poursuivie dans les stratégies du processus et les processus de contenu, ou au niveau du contenu. Bon, par exemple, les stratégies de contenu, ils ont abordé, en fait, considéré les besoins différents entre hommes et femmes, visibiliser, en fait, voir la contribution des femmes, les divers rôles qu'ils jouent au niveau de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Stratégie de redistribution qui augmente l'accès et le contrôle sur les ressources, surtout pour ce qui est du travail et du temps, mais aussi des ressources matérielles et immatérielles. Bon, ça inclut, par exemple, confiance en soi, valorisation de soi, réseaux sociaux, comment est-ce que vos pairs vous perçoivent, et bien sûr, les stratégies de participation, leadership des femmes, prise de décision et l'inclusion sociale aussi dans la recherche participative. On ne traite pas les femmes comme faisant partie d'une catégorie homogène, mais on voit comment les différentes injustices, en fait, définissent leur statut dans la société. Bon, le renforcement de la capacité, des recherches sensibles au genre et des pratiques sensibles au genre qu'on a vu tout au long du cycle de recherche. Stratégie en fait, ciblée pour ce qui est de la responsabilisation, de l'imputabilité. Les stratégies des faits probants. Donc, on connaît les lacunes en termes de faits probants, comment poser les bonnes questions. Nous avons trouvé aussi des lacunes, surtout dans le contexte de la politique féministe canadienne de l'aide au développement, qui a vu le jour vers la fin du projet du Fonds canadien et aussi les approches, surtout pour ce qui est des approches transformatrices. Mais nous sommes en recherche d'une compréhension plus nuancée de le genre, comme une révision sociale, un cadre. On ne doit plus, en fait, on met l'accent sur la fondation. Je n'utilise pas le mot racine, mais le fondement de
l'égalité ou l'inégalité des femmes. Comment délaisser une approche exclusive à l'autonomie pour mieux comprendre les approches transformatrices, etc. Donc, on espère que nous aurons des concepts féministes pour vraiment comprendre le F dans Fiat, qui a plusieurs significations pour diverses personnes. Dans l'intégration systémique dans le processus, dans le cycle de recherche, nous avons besoin de meilleurs dotés pour apprendre davantage au sujet des approches transformatrices. En termes de capacité de vraiment saisir les nuances et les complexités des changements contextuels, en fait, qui est une partie centrale de l'approche transformatrice. J'aimerais remercier donc les participants au projet qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you very much, Franz. And now Merci beaucoup, Franz. Maintenant, j'aimerais présenter Dr. Sonia Lacio, directrice de l'Institut pour l'étude du développement international de l'Université McGill, professeure de philosophie, de sociologie, pardon. Donc, vous avez mené des recherches partout en Afrique, en Amérique et dans les Caraïbes, surtout pour ce qui est de l'autonomisation des femmes sur le plan économique. Quelles ont été les principales contributions du Fonds canadien dans ce discours global sur l'autonomisation des femmes? Et si on devait recommencer le tout, qu'est-ce que vous auriez aimé voir? Merci beaucoup de m'avoir invité pour faire partie de cet incroyable événement. Merci beaucoup aux Affaires mondiales, le CRDI. C'est très intéressant de voir comment le fonds a évolué au fil des ans. Alors, merci beaucoup. Ce sont deux questions excellentes. Mais avant d'y répondre, je pense qu'on doit se rappeler ce qu'on entend par autonomisation ou autonomisation économique des femmes. C'est un concept très difficile. On en parle beaucoup. Malakabir, en fait, a essayé de définir le terme, le concept d'autonomisation des femmes, entre autres. Donc, on doit vraiment se fonder sur ce principe de base. Un concept difficile, certes, mais ce qui est simple dans tout ça, c'est la capacité d'agir basée sur des choix. Donc, les trois composantes de l'autonomisation: les ressources, donc préconditions, l'agence, qui a trait au processus, et j'y reviendrai, parce que c'est là où la théorie du changement entre en jeu, et beaucoup. Et puis, troisièmement, les résultats. Donc, l'autonomisation économique, ce n'est pas une question de savoir combien d'emplois ont été créés ou de combien de poulets ils ont en plus, combien de machines à coudre additionnelles qu'ils ont. Non, on doit se poser la question, est-ce que ce sont des bons emplois qui leur permettent un équilibre vie familiale, travail, qui leur permettent une croissance personnelle, croissance de revenus, des compétences, etc. Donc, pour revenir au Fonds canadien de recherche, surtout au fait qu'un grand nombre de ces projets incluent les applications technologiques importantes. Alors, quelques mots sur la documentation. La littérature, donc, très riche sur l'impact, que ce soit les programmes de formation, microfinancement, et l'impact que ça a eu au niveau de l'autonomisation. Il y a eu de très bonnes analyses récentes reposant sur des évaluations rigoureuses des programmes. Donc, il veut évaluer l'impact de ces programmes sur l'autonomisation accrue. Une bonne nouvelle, c'est pas tout n'est pas mauvais, mais la mauvaise nouvelle, c'est ce n'est pas tout bon, tout n'est pas bon non plus. C'est mitigé. Pour plusieurs raisons. Tant et aussi longtemps que ces projets ne s'attardent pas à des enjeux qui enchâssent encore davantage les rôles basés sur les genres, comme la reproduction, etc., ou la participation dans l'économie. Donc, ces programmes auront des impacts très limités. Si les occasions n'existent pas dans le marché pour mettre en pratique ces nouvelles compétences, il n'y aura pas d'impact à long terme de ces efforts. Alors, c'est là où le Fonds canadien, encore une fois, a joué un rôle très intéressant.
surtout dans la dernière phase, essayer d'intégrer dès le départ en phase de questions de genre. Parce que si on se demande seulement, est-ce qu'elles vont améliorer, combien d'emplois on a créé pour les femmes, à quel point on a augmenté les revenus, on ne va pas forcément répondre à cette question si on ne sait pas qu'est-ce que ces femmes sont en mesure de faire avec ces revenus additionnels. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de décision nécessaire pour décider de quoi faire avec ces argents? Est-ce qu'ils ont plus de choix au niveau de la reproduction ou du choix de culture? Alors, c'est là où l'intérêt de changement entre en jeu. Alors, j'aimerais vraiment remercier les efforts du Fonds et des projets pour, en fait, adapter ou intégrer cette théorie du changement. Donc, deuxième question, qu'est-ce qu'on ferait de façon différente? Bon, si je me demande qu'est-ce que j'aimerais voir dans ce genre de projet à l'avenir, bien davantage de cette évaluation rigoureuse de ce qui fonctionne. Et ce qui est vraiment utile aujourd'hui, c'est que la façon d'évaluer l'autonomisation, ça a beaucoup changé. Au début du fonds, il n'y avait pas vraiment d'indicateurs vraiment utiles et fiables pour comprendre ça. C'était tout le défi de savoir comment est-ce qu'intégrer ça. C'est un concept très difficile. Comment évaluer, recueillir des données de comparaison. Alors, c'est ce que je ferais si on devrait recommencer l'exercice. Alors, si vous essayez de vous demander comment intégrer les indicateurs, les mesures, l'évaluation, eh bien, regardez ce qui est fait, différents endroits, Banque mondiale, CRDI. Beaucoup de travail est fait présentement pour traiter de cette question. Et ce sera très utile, en fait, pour les chargés de projet à l'avenir. Bon. En fait, les femmes sont meilleures, en fait, pour respecter le temps, pour prendre compte du temps. Sophia Ayer, responsable de la recherche sur le genre et l'inclusion sociale au programme de CGIAR sur le changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire. Le CGIAR mène beaucoup de recherches sur le genre et la sécurité alimentaire. La question, ces approches que vous avez vues aujourd'hui, comment s'appliquent-elles au travail que vous faites au CGIAR? Et quelles sont les lacunes et qu'est-ce que vous pourriez dire à vos collègues? Voici le travail fait par le Fonds et voici les lacunes sur lesquelles on doit se pencher. Oops. I think maybe I'll just move this if that's all right. Thank you, Jemima. Merci, Jemima, et merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. J'ai beaucoup appris ces derniers jours. C'était vraiment très enthousiasmant. Il y a beaucoup d'actions positives dans le domaine du genre et sur d'autres enjeux abordés par le Fonds canadien de recherche. C'était vraiment très intéressant et très impressionnant ce que j'ai vu. Donc, félicitations à Jemima et à toutes les personnes impliquées dans ces fonds. Est-ce que vous avez réussi à faire avec les agriculteurs, tous les gens qui sont en bas de la pyramide, pour ainsi dire? J'aimerais pas répéter ce que mes collègues ont déjà dit. De mon point de vue, mon expérience dans la défense des droits, c'est vraiment intéressant de voir ce qui a été fait. Donc, c'est intéressant de voir les nouvelles technologies, les nouvelles variétés, le développement des technologies qui sont utiles pour les femmes. Et les femmes ont pu utiliser toutes ces technologies et ces approches pour améliorer leur vie, contribuer à leur communauté. Et toutes ces formes de contribution, d'après ce que nous avons vu, ont augmenté leur confiance. Et donc, aider l'autonomisation, ce sont les aspects positifs de ce que j'ai vu depuis hier, tout comme les contacts dans le marché. Donc, ce sont des méthodes
et des canaux qui permettent aux femmes de réussir et employer d'autres membres de leur communauté. Donc ça, c'était vraiment super. Mais voici une question. Et j'aimerais également parler des approches transformatives dans le genre. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un corpus de modèles, d'études de cas dont on peut apprendre sur les approches qui ont bien fonctionné avec les femmes et d'autres qui n'ont pas bien fonctionné? Qui sont les partenaires clés? Quelles sont les méthodologies? Et comment est-ce que nous allons véritablement réussir dans notre travail pour encourager les transformations de genre localement? Donc, chez nous, on a également une difficulté là-dedans. Ça serait bien de collaborer, parler ensemble et coordonner nos travaux pour tout mieux comprendre et quel serait notre rôle. Je ne voudrais pas dire lacunes, mais ce sont des questions dont on doit tenir compte à l'avenir. Je vais commencer par la mise à l'échelle. Nous venons d'avoir un panel très intéressant sur le sujet. Et pour moi, il s'agit de savoir comment s'assurer que la mise à l'échelle des projets réussis qui ont autonomisé les femmes et qui ont aidé les femmes, comment s'assurer qu'on ne laisse pas de côté. Nous avons entendu que ça veut dire que, en fait, que les choses sont homogénéisées. Il n'y a pas beaucoup de temps pour des approches consultatives lorsqu'on fait la mise à plus grande échelle. Et nous savons que c'est la façon d'obtenir les points de vue des femmes et d'autres groupes sociaux dans un projet ou une initiative. Alors, que peut-on faire dans ce sens? Peut-être il s'agit de documenter les leçons tirées. Je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'il faut y penser. Par exemple, la formation comme outil pour l'application à grande échelle est très importante pour les femmes. Nous savons que les femmes n'ont pas le même accès aux informations, les technologies d'information et de communication que les hommes. Parfois, elles ont accès à la radio, parfois pas, certainement pas pour les téléphones cellulaires comparativement aux hommes, mais on voit que souvent leurs cellulaires sont de qualité plus faible que les cellulaires des hommes. Donc comment est-ce qu'on s'assure que les femmes ont accès aux informations de la même manière que les hommes? Donc les instruments comme assurance, prêt, etc. Comment est-ce qu'on applique à plus grande échelle en tenant compte le fait que les femmes n'ont pas le même droit légal aux terres ou aux prêts, n'ont pas de compte bancaire ou le même niveau de littératie financière, par exemple, pour comprendre pourquoi l'achat d'une police d'assurance est bénéfique et en plus cibler leurs activités. Il faut tenir compte. Et enfin, comment est-ce que les changements climatiques vont avoir une incidence? Les femmes sont vulnérables au changement climatique parce qu'elles ont travaillé de plus près des ressources naturelles, l'environnement. Les femmes et les filles vont aller chercher l'eau pour les ménages, mais également pour l'agriculture et l'irrigation. Vont aller chercher le bois de feu, la biomasse pour les forêts autres. Elles ont également des lots culturels, agricoles. Et nous savons qu'ils ont moins de ressources pour justement appuyer ces activités. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider à s'adapter aux changements climatiques nécessaires pour récupérer si on a besoin de nouvelles semences ou cultivation ou laborer différemment? Il faut penser à tout cela parce que ça peut être la chose unique qui va renverser tous les progrès faits, particulièrement en matière d'égalité des genres, pas juste en agriculture. Et je vais être comme les hommes. Je vais donc passer mon temps à louer de questions. Quel est le rôle des associations ou des groupes de femmes ou des organisations? Je pense que nous avons vu de très bons exemples ici. Des mécanismes pour application à grande échelle et l'autonomisation. On peut combiner les deux. Et enfin, j'espère que nous pourrons continuer à apprendre ensemble et collaborer, échanger donc les apprentissages et les leçons tirées. Merci. Thank you, Sophia. I think Merci, Sophia. Je pense que tous les pénalistes ont définitivement donné beaucoup de matière à réflexion. Alors,
Je vous prie de les remercier avec nous. Donc, comme dans les sessions précédentes, on va passer à nos discussions de table. Les questions sont les mêmes. Quelles sont les nouveautés et innovations? Comment pouvez-vous les appliquer dans vos institutions? Quelles sont les lacunes et les étapes futures? Nous avons à peu près 10 minutes pour les discussions, donc allons-y. Merci.